Pour commencer, je voudrais encourager tous les gens qui écoutent cette chronique à aller lire intégralement l'interview de Pierre Brochand. Elle est vraiment extrêmement intéressante. D'abord sur le constat, sur la manière dont il analyse le changement que génèrent ces vagues migratoires et sur la possibilité ou non de réagir politiquement. Il imagine une réaction drastique, on va dire, un retournement même philosophique et politique énorme. En clair, ce qu'il nous dit, si je devais le résumer très rapidement, c'est qu'il est minuit moins 5, voire même minuit 5. Donc il faut s'affoler si on a envie de changer les choses, en gros. Alors il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il nous parle de son expérience à lui pour expliquer pourquoi est-ce qu'il accepte de voir ce qu'il voit, hein, selon la formule désormais célèbre. Et il parle de son expérience en disant, dans l'exercice de ses métiers, donc directeur général de la DGSE et ambassadeur, dans l'exercice de ses métiers, le déni du réel et son corollaire, le wishful thinking, vous savez, c'est de dire il va faire beau demain, il va faire beau demain, on imagine qu'il fera beau demain, alors la que pensée magique. la pensée magique, ouais. Exactement. Donc, le déni du réel et son corollaire, le wishful thinking, constituent des fautes lourdes de nature à se voir montrer la sortie. Alors, il explique que dans ses métiers à lui, si on n'accepte pas de voir la réalité et qu'on prédit autre chose que ce qui va arriver, alors qu'on avait les moyens de voir ce qui allait arriver, en gros, on est viré. C'est une pique assez claire au monde politique, parce que il dit par ailleurs, et c'est un témoignage qui est moi celui qui m'énerve le plus toujours, parce que on le sait nous, il le sait lui, et tous les gens qui rencontrent des hommes politiques ou des gens issus des élites, on va dire occidentales, le disent aussi. Et là, je le cite à nouveau: en conversant avec nombre de personnalités politiques dans la quiétude des salons d'ambassade, j'ai pu mesurer le fossé qui séparait leurs propos publics des jugements moins amènes qu'ils émettaient en privé sur les effets de l'immigration dans leurs fiefs électoraux. Incroyable. Donc ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que son constat, en effet glaçant, est partagé, qu'il a entendu des gens ne pas tenir le même discours en privé et en public. Et ça, c'est à la fois une lâcheté et une responsabilité pour des responsables politiques qui est immense à l'échelle de l'histoire, surtout vu ce qu'il nous explique. Donc en partant de son expérience et de cette lâcheté et de cette absence de responsabilité, on va dire, de ceux qui sont responsables, il est en effet extrêmement sévère sur notre aveuglement médiatique et politique en majorité. Après, il s'attarde un peu sur la passivité, on va dire, des populations, sur la question de l'immigration. D'abord, il nous explique, alors ça c'est assez intéressant, il commence son interview en nous expliquant comment est-ce qu'on s'empêche de parler de l'immigration en permanence. On a l'impression qu'on en parle tout le temps, mais en fait pas vraiment. Pourquoi ? La première chose, c'est qu'il dit, à chaque fois que le sujet arrive, notamment pendant les périodes d'élection, on nous présente, donc là pour le coup le débat public, des inquiétudes présentées comme concurrentes. Alors là, vous allez sourire parce que là, cette année, c'était magnifique. Le pouvoir d'achat, la crise sanitaire, la guerre et le changement climatique. Il ne dénie pas l'existence de ces craintes qui peuvent exister, évidemment. Il dit simplement c'est une manière de noyer le poisson à chaque fois que le thème essaye de s'imposer dans le débat public. Ensuite, il dit quand par hasard le sujet est abordé, alors là, il y a 3 sortes de réactions. D'abord, des discours sans fin sur ce qu'il appelle les impasses sémantiques. Vous voyez, c'est tout le débat qu'on a eu pendant 6 mois sur est-ce qu'il y a un grand remplacement ou pas, est-ce que c'est une théorie conspirationniste ou un constat, ou en fait non, ou en fait si. On a 70% des Français depuis 25 ans qui nous expliquent qu'ils sont extrêmement inquiets du changement de population, de ce que ça engendre, des conséquences de l'immigration massive. On en est encore sur les plateaux de télé à se dire est-ce que c'est le bon mot, en fait non, est-ce que c'est conspirationniste. Donc voilà, c'est une manière de ne pas parler du sujet tout en faisant semblant d'en parler, on va dire. La deuxième chose, c'est évidemment les étiquettes disqualifiantes. Mathieu nous a très régulièrement éclairé là-dessus. Mais il y a un mot qui revient souvent. Vous savez, quand quelqu'un propose quelque chose pour limiter l'immigration, on dit c'est une proposition clivante. Mais clivante pour qui, en fait ? Parce que encore une fois, dans les études, à chaque fois qu'il y a des études ou des sondages qui sortent, elle n'est pas clivante dans la population. C'est nécessairement clivant. Il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais la majorité des Français soutiennent des politiques restrictives sur l'immigration depuis de longues années. Donc c'est clivant pour qui exactement ? Est-ce qu'on pourrait poser cette question à chaque fois que les propositions sont qualifiées comme telles ? Et ensuite, il nous parle des artifices annexes, c'est-à-dire cette manière... Quand on parle du changement, du basculement terrible de l'immigration dans nos sociétés occidentales, on va par exemple se focaliser sur l'immigration illégale, comme si l'immigration légale, encouragée par tous depuis des années, n'avait pas elle aussi des conséquences dans le pays. Et alors, de ces pérégrinations, une fois qu'il a fait ce constat-là, de notre impossibilité d'en parler, il dit il faudrait en parler. Pourquoi ? Alors, il se prévaut, et à juste titre, de son expérience à travers le monde, évidemment, à la DGSE, vous pensez bien, et comme ambassadeur, notamment dans des pays, on pense à Israël, où la cohabitation est compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il nous dit 3 choses. Il nous dit, je tire 3 choses de cette expérience. 1,
si la nature réunit les hommes, évidemment tous les hommes du monde ont la même valeur par rapport à leur nature humaine. Si la nature réunit les hommes, la culture impose une distance qui peut même exclure la réussite d'une cohabitation. Alors, il nous dit c'est le tabou des tabous, mais oui, les hommes ne viennent pas de nulle part, ils héritent d'une culture. Il y a des cultures qui ont du mal à vivre ensemble, et il a cette phrase: la coopération entre civilisations est moins probable que leur rivalité. C'est vrai dans toutes nos pages d'histoire, mais je ne sais pas pourquoi, depuis 30 ans, ce serait plus vrai du tout. Bon, formidable. La deuxième chose, il nous dit toutes les sociétés multiconfessionnelles, multiculturelles, sont vouées à des déchirements plus ou moins profonds. Et il insiste, il dit, je dis bien toutes. Et il nous dit, on a des exemples, alors lui, il cite la Yougoslavie et le Liban. Il dit, pourquoi serions-nous plus intelligents qu'eux, meilleurs qu'eux? Pourquoi réussirions-nous là où ils ont échoué, et de manière particulièrement dramatique. Troisième chose, il dit la fonction du régalien, et c'est ce qu'il a servi toute sa vie, est de prévoir le pire pour tenter de l'empêcher. Évidemment, on ne prévoit pas le pire parce qu'on a envie qu'il advienne, c'est précisément pour tenter de l'empêcher. Et aujourd'hui, il est devant un constat, c'est que même la fonction du régalien semble être aujourd'hui de nier ce qui risque d'arriver, et donc de s'empêcher de l'empêcher. Devant ce constat glaçant, est-ce qu'il envisage une réaction possible de la part du politique ? Alors il répond, je vous disais tout à l'heure, il répond qu'il est très tard. Il le répète à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que il dit aujourd'hui nous n'avons pas des individus au cas particulier. Vous savez, avec des histoires particulières, évidemment, on a tous envie sur une histoire particulière de savoir répondre. Le problème aujourd'hui, nous dit-il, c'est que nous avons désormais des diasporas. Or des diasporas, c'est-à-dire beaucoup d'individus, mais qui ont avec eux leur bagage culturel, le nombre, qui recréent le nombre, nous dirait Mathieu, qui donc poursuivent l'existence de leur culture étrangère et recréent les fameuses enclaves étrangères avec des cultures étrangères. Ça ne veut pas dire que c'est horrible, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire que c'est étranger en fait. C'est tout simplement ça. Et il nous dit, cette différence qualitative, c'est-à-dire que ça n'est pas la même culture, elle est là non négociable au moment où ce sont des diasporas et non plus des individus. En gros, il nous dit l'individu est assimilable et non pas les diasporas, évidemment. Et il nous dit ça nous ramène au pire mot de notre histoire. Et là, il en cite 3, le dissentiment religieux. Et il cite évidemment l'islam et le christianisme. Parce que, vous savez, on avait analysé plusieurs fois, les ministres nous disent c'est une longue histoire. C'est une longue histoire de guerre, en fait, entre l'islam et le christianisme. C'est en effet une longue histoire, mais elle n'est pas spécialement réjouissante. La deuxième chose, l'antagonisme colonial. Il nous dit il y a une résurgence de ce ressentiment qui peut avoir évidemment des conséquences assez dramatiques. Et ensuite, nous dit-il, la lecture au prisme racial, avec une assimilation, là encore Mathieu nous en parle souvent, une assimilation de nos populations d'origine immigrée au sort des esclaves, notamment aux États-Unis. Donc il y a une lecture très américaine. Il nous dit la conséquence logique dans l'histoire de ces 3 constats qu'il fait, c'est très clair, c'est la violence. Et à l'inverse, nous dit-il, donc ça c'est le constat du résultat de l'immigration massive. Et il nous dit, nous, société, à l'inverse, nous sommes passés à la société des individus. Alors là, c'est vraiment très intéressant, je conseille vraiment la lecture, parce qu'il nous dit, en gros, l'Occident est passé de communauté naturelle. Nous avons créé l'État national moderne, donc qui unit au-delà des communautés naturelles, et nous sommes passés récemment à la société des individus. C'est-à-dire quoi ? Chaque être indépendamment du fait qu'il soit européen ou non, musulman, catholique, protestant, tout ce que vous voulez, chaque être humain est l'ultime décideur de son sort. C'est-à-dire que vous pouvez vous affranchir de tout, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de culture, vous n'êtes pas né dans une géographie, vous n'avez rien, et vous pouvez décider vous-même, dans une tentation évidemment très démiurgique, de décider de tout. Et on condamne par ailleurs, en France, en Occident de manière générale, mais en France, puisque c'est notre exemple, les modèles antérieurs à cet État-nation qui nous a permis l'émancipation des individus, c'est-à-dire nos communautés naturelles, c'est-à-dire nos mœurs, c'est-à-dire nos coutumes. Mais à l'inverse, on a une universalité qui tient à ce modèle-là, qui refuse de faire une quelconque différence entre les Français et les étrangers, par exemple. On imagine les phénomènes sociaux que comme des relations interpersonnelles, alors qu'évidemment le groupe, les masses jouent évidemment dans les relations, on va dire. Et ensuite, la négation des communautés naturelles s'applique inversement par rapport aux immigrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont considérés dans le système que comme des victimes historiques de l'État colonial. Donc eux peuvent réinstaller des communautés naturelles avec des mœurs et des coutumes étrangers en France, et on ne l'explique pas de la même manière. Et nous dit-il à la fin, quand les hommes politiques ces dernières années nous ont parlé de filtrer l'immigration, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que le droit et le droit européen qui s'applique sur le droit français, et ça on en parle extrêmement souvent, empêche par sa complexité
toute restriction aujourd'hui de l'immigration, et on l'a vu ces dernières années. Donc il nous dit c'est un mensonge politique. C'est là peut-être que la réaction devrait être la plus vive. Et pourtant, ces sociétés connaissent des résistances internes de leur population excédée par le sujet de l'immigration. En clair, les Français semblent avoir conscience de ces enjeux, contrairement à leurs élites médiatiques et politiques. Voilà, et là il explique quelque chose de très, qui a l'air amusant comme ça, mais qui est assez vrai. Il nous explique que cette société ouverte a besoin d'être particulièrement fermée pour rester ouverte. En gros, quand vous défendez une société ouverte où tous les individus du monde peuvent venir vivre ici sans que ça n'ait la moindre conséquence, notamment sur le terrain culturel ou sur le terrain de fragmentation du pays. Alors pour que ce modèle-là existe malgré la réalité, malgré on va dire la contestation des peuples, alors il faut contraindre, on va dire, les critiques pour que la société puisse rester ouverte dans la fameuse pensée magique dont il parle au début. Très rapidement, il dit en gros l'idée de base est très fragile, c'est que tous les hommes du monde sont interchangeables. Évidemment, cette idée-là est fragile. On comprend bien qu'un berger afghan ne va pas réagir comme un employé de Total qui vit à Paris, comme une institutrice de la banlieue de Londres, ou enfin voilà, on peut multiplier les exemples. Ce n'est évidemment pas la même manière de vivre. Donc il nous dit, puisque c'est fragile, pour se protéger, ce modèle-là a besoin de 3 choses. 1, redire en permanence qu'il faut souscrire à des valeurs. Donc on a comme valeur la tolérance, le respect, la liberté. On ne les définit jamais, ni en France par rapport au reste du monde. Ensuite, verrouiller l'affect. Vous savez, c'est la culpabilité permanente. Mais vous savez quand même dans l'histoire, on est résumé à la colonisation et à la collaboration. Donc on ne peut plus rien exiger de protection, on va dire, de notre pays. Et la 3e chose, c'est évidemment un verrouillage par le biais judiciaire et par le biais médiatique, où on a en plus de tout ça, des leçons de morale permanentes sur ce qu'on a le droit de penser ou non de la défense de son pays. En gros, il nous dit les mentalités résistent au formatage individualiste, on va dire, mais il existe en réalité 3 pays dans un.